Pour voir la différence entre un algorithme et un programme, le mieux c'est peut-être de voir comment ça marche, de créer un programme, une application web par exemple si vous êtes en MMI. Voilà, quelles sont les différentes étapes? Eh bien, c'est représenté par ce cycle en V que vous avez ici, qui montre qu'on part toujours du besoin, soit du client, de la cliente ou des utilisateurs, utilisatrices. On va rédiger un cahier des charges pour exprimer ce besoin, passer à une phase d'analyse pour voir ce qu'il va falloir coder, écrire des algorithmes pour à chaque fois qu'on a un problème à résoudre, eh bien, prévoir les différentes étapes de résolution. Ensuite, on va le coder dans ce qu'on va appeler le code source du programme. Et puis, pour pas mal de langages de programmation, il va y avoir une phase de compilation et d'assemblage. On va passer du code source lisible par des humains à un code exécutable lisible par la machine. Ça, en JavaScript, on ne va pas avoir besoin de le faire la plupart du temps, puisque le code JavaScript, en tout cas que vous allez faire au premier semestre, il sera dans une page web, dans un navigateur, et donc il sera directement lu par le navigateur. Il y a des contextes où il y a quand même besoin de compiler du code JavaScript. Par exemple, en programmation hybride pour faire des applications mobiles, vous avez des outils qui vont compiler votre programme écrit en JavaScript pour en faire soit une application iOS, soit une application Android. Et puis, une fois qu'on a fait notre code, on n'a pas terminé parce qu'il faut faire un test, enfin des tests, des tests unitaires, tester vraiment chacun des algorithmes qu'on a proposés. Et donc des fois, on va peut-être se rendre compte que certains des algorithmes étaient faux, ne font pas ce qui est attendu. Et donc on va revenir en arrière pour corriger, d'où la petite flèche à double sens ici. Et puis ensuite, on va faire des tests fonctionnels et techniques, voir est-ce que tout ce qu'on a codé correspondait vraiment aux fonctionnalités qui étaient attendues d'après l'analyse. Et puis ensuite, des tests d'intégration, pour voir si le site qu'on a développé, on arrive vraiment à le coller au milieu du site de notre entreprise, par exemple. Et puis la mise en production, c'est vraiment voir, une fois qu'on l'a mis sur le serveur, qu'il est accessible à l'URL de notre entreprise, est-ce qu'il fonctionne toujours aussi bien? Et donc à chaque fois, même quand il fonctionne, à la fin, on pourrait se dire: «Oui, il fonctionne, mais finalement, il répond pas tout à fait aux besoins, ou alors les besoins, il y en avait certains que j'avais pas identifiés», et donc je repars à une analyse de cycle en V, enfin une analyse et une réalisation avec le cycle en V pour obtenir mon programme mis à jour. Donc voilà ces différentes étapes. Eh bien, un des grands enjeux de ces tests, ça va être: est-ce que votre programme est correct et rapide? Mais j'ai loupé visiblement la diapo d'avant, où je voulais vous montrer que c'était ces 5 étapes-là qui seraient particulièrement visées par le module M1202 d'algorithmique et programmation JavaScript. Sur cette première phase d'écriture d'algorithme, vous aurez besoin de pas mal d'intuition. Sur toutes les étapes, vous aurez besoin d'être toujours très clair, le plus possible, et puis besoin de rigueur pour ces différents tests. Donc voilà, les 3 compétences que j'associe à ce cours-là. Et puis, j'en profite là, comme on parlait de recettes de crêpes tout à l'heure, il y a aussi un terme technique, la recette, pour dire justement qu'on est en train de faire tous les tests fonctionnels et techniques. Et dans les formations de master en informatique à l'université, parfois il y a des stages qui sont proposés qui consistent justement à faire des recettes pour tester d'abord manuellement et puis éventuellement de manière automatique tous les différents composants d'un code qui a été développé. Donc ça sera valable seulement si vous vous spécialisez en informatique. Et du coup, voilà, sur cette partie test, il sera important de savoir est-ce que le programme est correct et rapide. Et justement, c'est un des enjeux de l'algorithmique de réaliser des programmes corrects et rapides. Et d'éviter d'avoir des tests qui découvrent plein de bugs, de bien concevoir les choses dès le début. Alors parlons-en un peu, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme correct et rapide? L'idée c'est savoir est-ce qu'il donne le résultat attendu, quelles que soient les informations en entrée, quels que soient les paramètres de l'algorithme, et puis savoir est-ce qu'il se termine, et si oui, en combien de temps? Est-ce qu'il est rapide? Eh bien en fait tout ça, je tiens à vous donner un peu une vision d'ensemble, qu'on ne va pas forcément voir en MMI toutes les solutions pour répondre à ces questions. En particulier, les preuves de correction que je vous indique ici, les preuves de terminaison, ça on ne va pas le voir de manière détaillée, vous verrez ça en informatique, en licence et en master si vous vous spécialisez dans cette discipline. Mais en revanche, débugage test unitaire, on va voir ça, je vous l'illustrerai. Complexité, on verra ça au second semestre. Alors, on peut donc quand même vous donner quelques infos. Alors là, je lirai celles et ceux d'entre vous qui auraient fait une spécialité maths l'an dernier.
à propos de ces démonstrations, des preuves de correction, une manière de prouver qu'un algorithme donne vraiment le résultat attendu. Mais en pratique, ce qu'on va faire en DUT-MMI, c'est vérifier sur les cas de base. Par exemple, vous voyez la valeur 0, la valeur 1, si vous faites une multiplication, multiplié par 0, c'est un peu particulier. Et donc, c'est utile de vérifier ces cas particuliers. Et puis ensuite, vous vérifierez sur des exemples aléatoires. Alors souvent, les geeks aiment bien utiliser le nombre 42 pour vérifier leurs algorithmes. Et puis, ensuite, on va s'intéresser au temps de calcul, la rapidité des algorithmes. Alors déjà, on peut se demander, est-ce que l'algorithme se termine toujours en un temps fini? Et c'est pas complètement évident. Là, vous voyez l'algorithme de la recette des crêpes, à un moment, il écrit tant que le saladier n'est pas vide. Et donc, est-ce que c'est vraiment clair que le saladier est vide? Alors oui, vous allez peut-être me dire, forcément, il sera vide à un moment donné. Sauf que c'est pas si évident que ça, ce forcément. Imaginez qu'au lieu d'avoir mis l'intérieur, là, j'ai mis que je versais la moitié du contenu du saladier dans le verre mesureur. Eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois, j'aurais diminué de la moitié, mais qu'à chaque fois, il restait la moitié. Et donc, potentiellement, ça aurait pu être infini. Alors bon, vous allez me dire, quand j'ai plus qu'une molécule de crêpe que je coupe en deux, j'ai plus qu'un atome. Quand j'ai plus qu'un atome, je coupe en deux, j'ai plus que des protons. Et puis le proton, j'arrive plus à le couper en deux. Certes, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est pas si évident que ça, et que une preuve mathématique, une démonstration, sera toujours bien meilleure. Et par exemple, une manière de démontrer que cet algorithme va s'arrêter, c'est de dire qu'on considère la quantité de pâte qu'il y a dans le saladier en centilitres. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un nombre qui est entier positif, cette quantité, et on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on rentre dans la boucle tant que, cette quantité, ce nombre, va diminuer de manière stricte. On est sûr que la quantité qu'il y a dans le saladier va être strictement inférieure après une étape du temps que par rapport à avant. Et donc, ça nous permet de voir que notre quantité de pâte dans le saladier est un nombre entier, positif, strictement décroissant. Eh bien, on a un théorème mathématique qui nous dit que une suite de nombres entiers positifs et strictement décroissants, euh, ça va toujours, à un moment, être nul. Et donc, voilà, ce théorème mathématique nous permet d'être sûr qu'au bout d'un moment, la quantité sera nulle, donc que le saladier sera vide, donc que l'algorithme va se terminer. Alors justement, autre exemple, avec un autre algorithme pour le problème du GPS, si vous voulez aller en voiture de Châtelet à la Tour Montparnasse, moi je vais vous proposer un algorithme, l'algorithme du repère visuel. L'idée c'est que comme elle est haute, la Tour Montparnasse, à tout instant vous savez où elle se trouve, et donc que vous preniez la rue à chaque intersection qui s'en rapproche le plus du point de vue de l'angle. Je vous montre sur ce schéma, si vous venez de cette rue, vous arrivez à cette intersection, là c'est tourner à gauche qui vous en rapprochera le plus. Parce que si vous tourniez à droite, l'angle serait plus important vis-à-vis de la tour. Quand vous arrivez là, vous allez prendre à droite. Parce que certes, vous vous en éloignez vers la droite, mais en même temps, là, vous vous en éloigneriez plus vers la gauche. Et puis là, vous allez prendre à droite à nouveau, et puis là, vous allez prendre à droite, et boum, vous arrivez à la tour Montparnasse. Alors, déjà, je peux vous dire que cet algorithme fait partie de la famille des algorithmes gloutons. À chaque fois, on est glouton, on va choisir le profit maximum, donc se rapprocher le plus possible angulairement de la tour Montparnasse. Donc ma question c'est, est-ce qu'il se termine toujours? Et là encore, alors je peux peut-être vous laisser y réfléchir, mais je vais vous donner une petite indication. Vous pouvez essayer de voir, est-ce que le raisonnement mathématique de tout à l'heure fonctionne? Est-ce que donc j'ai une quantité positive entière qui est strictement décroissante? Par exemple, la distance à la tour Montparnasse. Alors, je vous laisse y réfléchir avant de me dire, est-ce qu'il termine toujours, oui ou non? Si vous me dites non, il faudra que vous me trouviez un exemple où il ne se termine pas. Eh bien, je vous dis que non, et je vous donne un exemple. Si je suis sur ce plan, là je dis je tournerai à gauche, là je tourne à droite, là je tourne à gauche, sauf que là j'ai plus... Elle est là ma prochaine intersection. Pour me rapprocher de la tour, je dois tourner à gauche, etc., etc. Je reste bloqué dans cet ensemble de 4 rues. Et donc, eh bien, ça ne marche pas. Je n'arriverai pas à terminer mon algorithme, je resterai bloqué de manière infinie. Alors, vous voyez que là, en fait, cette distance n'est pas strictement décroissante, puisque là, elle décroît, là, elle décroît, là, elle décroît, là, elle décroît, mais là où elle remonte à nouveau. Et donc, ceci explique pourquoi en fait, je n'arrive pas à prouver la terminaison de cet algorithme. Et au contraire, je viens de vous prouver qu'il y avait un cas où l'algorithme ne se terminait pas.
Alors pour, une fois qu'on a résolu est-ce que l'algorithme il se termine ou pas, la question c'est en combien de temps il se termine et en fait, on verra au second semestre un peu de théorie de la complexité. L'idée c'est d'évaluer le nombre d'opérations à faire dans l'algorithme en fonction de la taille du problème ou plutôt des entrées du problème. Souvent, on fait ce raisonnement dans le pire des cas et par exemple, pour les multiplications, vous pouvez vous dire que si vous multipliez des nombres à un chiffre, ça sera beaucoup plus rapide avec l'algorithme que vous avez vu en primaire, vous savez quand vous posez la multiplication, ça sera forcément beaucoup plus rapide que quand vous multipliez des nombres avec 10 chiffres, ou avec 1 million de chiffres, évidemment. En fait, on peut aussi prouver dans certains cas qu'il est impossible de faire mieux qu'une certaine vitesse de résolution. Une petite intuition que je peux vous donner, alors c'est pas exactement ça, mais vous voyez, si je veux calculer non pas la vitesse de l'algorithme, mais le temps que ça va prendre d'aller de mon point A à mon point B, je sais que quel que soit l'algorithme de guidage que je vais utiliser, je ne pourrai jamais prendre un temps inférieur à la ligne droite entre le point d'où je pars et la tour Montparnasse. Puisque, voilà, forcément, je ferai une longueur de trajet qui sera au moins égale à la ligne droite, donc égale ou supérieure. Et alors en pratique, ben, on va pas, au premier semestre en tout cas, on va pas faire de théorie de la complexité. On va, pardon, vérifier sur des exemples aléatoires, alors comme je vous disais tout à l'heure, les cas de base et d'autres nombres. Et puis surtout, c'est important de connaître les cas difficiles pour savoir sur quelle valeur en fait mon algorithme va prendre du temps. Par exemple, sur les multiplications, savoir que plus il y a de chiffres dans mes entiers au départ, plus ça prendra du temps. On va s'arrêter là pour cette vidéo avant de passer à la prochaine qui va concerner les composants d'un algorithme.